Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Patrick Simonin. Vous n'y allez pas par quatre chemins. Comment on en est arrivé là? Alors c'est vrai que ça, d'abord, c'était la une du Point avec votre visage et votre chapeau magnifique. Ouais. Comment la France en est arrivée là? Et puis ce livre qui s'appelle Voyage dans la France d'avant, dans la prestigieuse collection de Gallimard. Mais la France n'est plus la France, dites-vous. Je ne reconnais plus mon pays. Est-ce que ça fait vieux con? C'est quoi de dire ça? Eh ben, c'est ce que je ressens. Vous savez, moi, j'en ai un peu rien à foutre de ce qu'on va raconter sur moi. Quand j'écris un livre, c'est toujours comme si c'était le dernier et je largue les amarres. Et c'est comme ça. Et je dis exactement ce que je vois et ce que je pense. Et c'est clair que le pays est en train de changer sur beaucoup de plans. Et à cause d'une classe politique, d'ailleurs, qui, pour l'essentiel, laisse tout filer. Oui. Alors, c'est depuis très longtemps. C'est pas l'actuel président uniquement qui est en question, bien entendu. Mais c'est vrai que on laisse filer les finances publiques avec un endettement délirant. Il y avait un petit endettement quand même à la fin du siècle dernier, tout à fait confortable et agréable. Il aurait même peut-être un peu plus important. Mais là, aujourd'hui, il dépasse largement les 100% de la richesse nationale. Alors vous me direz, il y a d'autres pays qui s'en sortent bien, par exemple comme l'Italie, qui est en train de remonter la pente. Mais au prix d'efforts quand même qui ont été considérables, des retraites qui sont à 67 ans et non pas à 62 ans. Vous voyez, enfin, ou la Grèce aussi qui a fait des efforts, alors encore pire. Donc le problème, c'est les finances publiques qu'on laisse filer, l'immigration qu'on laisse filer, l'autorité qu'on laisse filer, parce que finalement on a des gouvernants qui ont peur. Oui. Et vous savez, De Gaulle, sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour les tomes précédents, De Gaulle, il avait une expression qui revenait souvent, c'est « gouverner, c'est dur, et gouverner, c'est dire non, 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 non ». Voilà. Oui. Et puis, il disait une expression un peu vulgaire, que Un peu vulgaire. que les dames m'excusent. Il disait « celui-là, non, on peut pas », parce que les dames en ont d'ailleurs aussi. Il disait « celui-là, il n'a pas de couilles ». Hein. Et il disait ça, d'ailleurs, il a dit ça à propos de Pompidou. Et ça, c'est acté, parce qu'il l'a dit à des gens qui l'ont écrit après. Je pense à Jacques Foccart, il n'avait aucune raison de... Surtout qu'il aimait Pompidou, et que, bon, il avait le culte du général de Gaulle. Donc, mais c'est vrai que l'idée, si vous voulez, principale peut-être du livre, s'il y a... Parce que je fais surtout une grande balade dans le passé, dans l'affreux XXe siècle, enfin la fin du XXe siècle que j'ai connu, moi, enfin la deuxième partie. Et puis je remonte plus loin dans le passé aussi pour essayer de comprendre quels sont les invariants historiques de la France, les passions tristes que nous avons, l'envie, le ressentiment, le déni la de jalousie, soi, d'où ça vient. La haine de soi. La haine de soi. D'ailleurs, D'où ça De vient. Gaulle le disait aussi. Les Bien Français, sûr, ce bien peuple sûr, qui ne bien s'aime sûr. pas. Mais là, il faut remonter à la Révolution française. J'ai plusieurs chapitres sur la Révolution française. Mais c'est pas un livre sur la Révolution française. C'est un livre sur tous les problèmes qui se posent à la France. Pourquoi? Et parmi les problèmes qui se posent, je reviens sur la classe politique. C'est une classe politique qui n'a ni volonté ni courage. Ça, je crois qu'on peut dire ça pour l'essentiel. Pas la classe politique, d'ailleurs, l'ensemble. Je dirais, en tout cas, les gouvernants que nous avons choisis à chaque fois. Pour l'essentiel, on s'est trompé. C'est-à-dire que vous dites, ils n'ont pas été arrivés au bon moment, les présidents, c'est toujours trop tôt, trop tard. C'est clair, bon, Chirac, oui. il fallait l'élire, évidemment, il était prêt en 88. En 95, il en avait marre de tout. Il était mélancolique, complètement neurasthénique. Il avait été trahi par tout le monde pendant la période Balladur, qui était son homme quand même, et qui l'avait trahi avec beaucoup de ministres. Et donc, il n'aimait plus personne. Donc, c'est à ce moment-là qu'on les lit Mitterrand, Mitterrand, on l'aurait dû tard. les lire en 1974. On l'avait lu en 81, quand il était devenu très à gauche pour garder le Parti socialiste face à Michel Rocard. Il était devenu marxiste quasiment. Enfin, Mitterrand marxiste, déjà deux mots qui ne collaient pas ensemble. Enfin, il était hyper à gauche pour garder son parti. Oui, et Macron, c'était le bon moment? Macron, il aurait fallu attendre peut-être 40 ans, je suis même pas sûr, parce que je pense pas qu'il ait appris grand-chose de son stage qui va durer finalement 10 ans. Parce que, disons, il y a aussi ceux qui n'apprennent pas. Et j'ai pas l'impression, disons, qu'il y a une grande différence entre le début du mandat et la fin du mandat. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de conviction. Dans le fonctionnement. Oui, oui, c'est le problème, c'est que quand vous n'avez pas de conviction, quand vous êtes un peu cynique, disons, ou même parfois très cynique, c'est sûr que c'est difficile de gouverner. Et c'est difficile de gouverner aussi quand vous voulez tout faire vous-même, parce que à ce moment-là, c'est connu. Enfin,
dans n'importe quelle PME. On sait ça. Si vous voulez tout faire vous-même, vous faites plus rien. Oui, mais vous parlez de la haine de soi. Je reviens là-dessus. Oui, c'est très important. Parce que c'est quoi, au fond, ce pays qui ne s'aime pas, y compris d'ailleurs, vous dites, lorsque Emmanuel Macron vient faire pénitence sur la colonisation en Algérie, lorsque les Français ne s'aiment pas. Ce qui est très choquant, ce qui m'avait choqué, je me souviens, c'est quand il avait dit « il n'y a pas de culture française ». Alors, après, il s'est rattrapé, il a dit « il y a plusieurs cultures françaises ». Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs cultures françaises. Mais il y a une culture centrale. Vous voyez ? Et là, dans le livre, je le montre bien aussi. C'est-à-dire que... Et quand vous dites qu'on ne s'aime pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de formidable en France. Donc c'est compliqué aussi, parce que c'est un point positif, l'esprit critique. L'esprit critique, c'est-à-dire on est là, on touille, on gratte où ça fait mal. C'est l'esprit français, ça. Et ça commence avec Rabelais, Voltaire, Molière, j'en parle pas. Molière, c'est tellement énorme. Oui, c'est un personnage qui absolument considérable. Tous ces personnages, Tartuffe, Précieuse ridicule, tout ça. Encore. Ils sont tous là, mais vous les voyez tous. Les misanthropes, tout le monde est là, quoi. Et il y en a des personnages, il n'a pas fait le Narcisse, il n'a pas fait 2-3 personnages qu'il aurait pu faire aussi. Mais enfin, c'est une galerie absolument extraordinaire. Je continue sur l'esprit critique. Vous avez même, d'une certaine manière, on peut dire Flaubert, à travers plein de livres, pas Madame Bovary, mais à travers d'autres livres. Et puis on peut continuer comme ça. Ils sont tous là. Puis aujourd'hui, vous avez Michel Houellebecq ou Yasmina Reza. Ça, c'est l'esprit critique. Et l'esprit critique, évidemment, bon. Mais en même temps, ce qui manque, si vous voulez, face à l'esprit critique, je ne dis pas qu'il doit être forcément... Les deux ne sont pas contradictoires. Moi, je crois que j'ai les deux. J'ai l'esprit critique et en même temps, je suis patriote. Et je pense que le patriotisme, c'est vrai que c'est une valeur qu'il faut remettre au goût du jour. Oui. La France est un grand pays. La France, elle a apporté plein de choses au monde. Et il n'y a pas de raison de... Il faut rallumer les lumières. Oui. Rallumons les lumières qui ont été éteintes mais c'est vrai, vous dites, depuis, disons, un siècle. Mais on a menti beaucoup aux Français en disant... les hommes politiques mentent en disant que la situation est toujours tragique, alors que vous dites vous-même, le pouvoir d'achat n'a cessé d'augmenter, les 30 glorieuses... Oui, en fait, on a toujours... Il n'y a pas que les hommes politiques, hein. On peut aussi balayer devant notre porte les médias qui nous disent, j'entendais ça il y a quelques décennies, c'est la crise alors que le pouvoir d'achat a augmenté. Et d'ailleurs, à force d'entendre ça, regardez, les jeunes gens, ils ont fait une espèce de révolution un peu ridicule et avortée en mai 68, en pleine période d'abondance, alors que la France avait une croissance sous De Gaulle, grâce à une politique de rigueur au départ, mais qui a fait exploser l'économie, exploser dans le bon sens, de croissance de 5-6%. Oui, vous n'êtes pas tendre pour Cohn-Bendit, par exemple, ou des personnages comme ça. C'est pas que je suis tendre, vous savez, moi je l'ai dit pour commencer, j'en ai un peu rien à foutre. Je veux dire, j'ai pas de compte à rendre. Enfin, oui, j'en ai au lecteur, je rends des comptes au lecteur, bien sûr, mais je ne rends pas de compte à ces gens-là. Je les ai fréquentés, je les ai connus. Bon, franchement, Cohn-Bendit, l'intelligence de Cohn-Bendit ne m'a jamais fasciné. Alors, je dis pas qu'il a certainement d'autres qualités, en tout cas, il n'a pas celle-là. Oui, il parle bien, il est rigolo, ça c'est sûr. Oui, aujourd'hui, Thomas Piketty, des gens comme ça. Thomas Piketty, il traficote les chiffres, les statistiques, et puis tout le monde est là extasié parce que j'imagine il est pseudo-marxiste, mais enfin tout ça est ridicule. Mais ça, si vous voulez, on devient un petit pays parce que, et d'ailleurs, il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, Zuckman et sur l'économie proprement dite, ces derniers temps, on avait des boulevards entiers pour Piketty, Zuckman et Gabriel Zuckman, sans aucune contradiction. Pour taxer, très peu. Alors que n'importe quel économiste, prof d'économie, au lycée ou ailleurs, va dire mais qu'est-ce que c'est que ces gens, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, c'est pas vrai, c'est faux. Et des économistes de gauche d'ailleurs les ont contredit. Mais c'est pas grave, il faut que ça, voilà. Et ça, vous voyez, ça, on voit très bien, on a un problème aujourd'hui avec l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est la culture française. C'est très important. Mais de l'autre côté, c'est sûr que... Alors, on a un problème avec l'esprit critique et on a un problème avec le patriotisme. C'est-à-dire, on a l'impression, effectivement, ce pays, il n'y a plus personne pour le défendre. Mais c'est pas possible. Oui, vous savez très bien. Et au fond, les Français, ils voient ça, mais ils sont en colère. Je crois que ça explique aussi la colère de la France. Mais oui, des Français, bien sûr. Parce que ils voient le pays qui file et tout le monde qui s'en fout, comme si c'était pas important. De toute façon, l'essentiel, c'est bien, le mouvement général. Mais la crise politique, la France s'appauvrit. Mais la crise politique, c'est pas important. C'est les impôts nouveaux, mais ça, c'est débile. Mais ça fera rien. Ça fera de la récession, c'est tout. Ça favorisera les partis extrémistes, et notamment à l'extrême gauche. Effectivement, si vous accablez les Français
Français d'impôts avec 40 millions, le chiffrage actuel de ce que les députés ont fait, quand on voit qu'on débat déjà les records mondiaux en matière de prélèvements obligatoires, plus de 42% par rapport à la richesse nationale, plus de 42%, record en tout cas en Europe, et probablement record mondial ou tout proche. Bon, et si vous voulez, c'est pas comme ça qu'on va relancer l'économie. Et c'est pas non plus avec des déficits, parce que comme on veut pas s'occuper des dépenses, on veut surtout pas toucher aux dépenses. Les dépenses font que, comme elles ne bougent pas, les déficits budgétaires ne cessent d'augmenter. Peut-être que il y aura une petite limite qui sera faite pour l'année prochaine, mais j'en suis même pas sûr au point où vont les choses, quoi. Et en fait, avec un déficit budgétaire et beaucoup d'impôts, il n'y a aucune chance qu'il y ait une croissance. Or, c'est fondamental, ça devrait être l'objectif de tous les partis politiques. Ce pays, il mérite de la croissance. Or, il est au point mort depuis des années. Oui. C'est ridicule. Alors on dit, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela, c'est la faute à l'Ukraine, après c'est la faute au Covid. Mais c'est pas vrai. Vous savez, il y a eu la grande crise sous Nicolas Sarkozy, et là on peut dire qu'il a vraiment bien géré d'ailleurs. Bon, il a beaucoup endetté la France, mais enfin, en même temps, il a tout fait pour que l'économie reparte. Oui. Et puis auparavant, quand même, Giscard s'est colté 2 chocs pétroliers. Celui de 73, il n'était pas encore élu, mais enfin c'est lui qui l'a géré, et le choc pétrolier de 1979. Oui. Et là, c'était la fin du monde. Donc on peut, enfin quand il y a des problèmes, et les dirigeants ils sont là pour les régler, mais c'est pas parce qu'il y a ces problèmes qu'on peut rien faire et qu'il faut laisser les choses filer. Oui, voilà. Donc la France, elle a besoin d'être reprise. Oui, mais là, vous parliez de Nicolas Sarkozy, il est en prison là. C'est le signe de quoi, ça c'est le signe, à mon avis, d'une grande décadence. C'est-à-dire que, je dis souvent, vous voyez, il y a un côté république bananière en France aujourd'hui. C'est vrai, parce que ça va avec le reste. Quand on laisse tout filer, tout file. Et la République bananière, c'est qu'effectivement, les juges ont décidé de se payer Nicolas Sarkozy. Moi, je le dis tel quel. Il paraît qu'il ne faut pas le dire, il ne faut pas commenter les décisions de justice. Enfin, excusez-moi, les décisions de justice, il fallait les commenter, je crois, pendant les années 40, sous Pétain. Et il fallait on avait le droit de les commenter. Il y a beaucoup de grands personnages historiques qui ont pris la peine de les commenter. Au moment de l'affaire Dreyfus, je ne compare pas, évidemment, Nicolas Sarkozy à Dreyfus. Mais je trouve quand même étrange d'envoyer en prison comme ça, en exécution soi-disant provisoire, mais enfin bon, on ne sait plus très bien à quoi va correspondre l'appel, quelqu'un qui n'a pas été condamné formellement, puisqu'il n'y a pas eu d'appel, il n'a pas eu le droit à l'appel, et tout de suite, on l'envoie en prison sans discussion, alors que dans le jugement, tout part d'un faux, le fau de Mediapart. Et ensuite, il n'y a rien qui étaye toutes les recherches qui ont dû coûter des millions, qui ont coûté des millions du parquet national financier, il n'a rien trouvé. Mais enfin, pour le mettre en prison quand même, on a trouvé l'histoire du pacte de corruption. Allez hop, on l'envoie. Mais c'est la preuve d'un pays où tout le monde fait ce qu'il veut. Et vous voyez très bien que si ça continue comme ça, on est sur une très mauvaise pente. Parce que vous avez l'économie, vous avez les institutions, tout flanche en même temps. Et de toute façon, c'est un ensemble. Peut-être le socle, c'est l'économie. Il faut remonter l'économie. Puis après, il faut aussi s'occuper du reste, de l'autorité. Mais dans le débat politique, vous dénoncez la nazification de l'opposition. Par exemple, ça vous le dites, et c'est pas nouveau. C'est qu'au fond, par exemple, Jordan Bardella qui rencontre des grands patrons, on dit ça ressemble à ce qu'avait fait von Papen avec Adolf Hitler, ce qu'on a entendu sur une chaîne sur France 5. Oui, mais là, on dit, au fond, on compare Bardella à Adolf Hitler. Et là, oui, mais vous arrivez à un autre point, c'est-à-dire, vous avez aujourd'hui une espèce d'idéologie de gauche, je dis une espèce parce que c'est taré, c'est débile, ça repose sur rien, qui vous explique, notamment, enfin, quand ces gens-là ne parlent pas d'économie, pardon, ils parlent d'histoire, ils disent, voilà, c'est la droite qui a porté Hitler au pouvoir. Mais c'est absolument pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il y avait un vieux président très à droite, très conservateur, qui s'appelait Hindenburg. Il ne prend pas Hitler comme chancelier quand Hitler gagne vraiment les élections. Il attend qu'il perde quelques points pour le mettre comme chancelier, avec que des ennemis à l'intérieur, plus un seul ministre, je crois, enfin vraiment, comme une sorte d'otage pour le liquider, parce qu'il a perdu, et donc il est en position de faiblesse.
Et on explique, c'est la droite, et avec le célèbre Von Papen, qui était un trouillard en fait, mais qui était un homme de droite, un conservateur, mais très trouillard. Donc il a eu tout de suite très peur d'Hitler, parce qu'Hitler, il tue, c'est tout. Il a tué d'ailleurs von Schleicher, qui était un autre Premier ministre de droite, sur lequel jouait également le vieux président Hindenburg. Il l'a fait tuer. Enfin, c'est tout de suite, dès qu'il est arrivé au pouvoir, parce qu'il le considérait comme très dangereux, il avait essayé de racheter une partie des députés. Donc tout ça, mais non, mais c'est des inventions, c'est-à-dire la nazification, tout ce qui est, disons, hors de l'extrême gauche, d'une certaine extrême gauche, est considéré comme extrême droite ou nazi. Mais on peut pas tomber là-dedans. Et ça ne repose sur aucune considération historique. Alors je sais, il y a des pseudo-historiens, enfin des historiens d'extrême gauche, qui vous expliquent ça à longueur de livre. On n'est pas obligé de les croire. On peut lire les livres des autres. Puis on peut demander aussi à la communauté des historiens ce qu'elle pense de ce que ces gens-là écrivent. Oui, vous n'êtes pas tendre envers Sartre, Bourdieu, tous les penseurs finalement qui ont accompagné l'époque. Donc vous dites qu'ils se sont trompés. Bah non, mais c'était systématiquement. Mais bien sûr, mais c'était, enfin politiquement, ils étaient tous idiots. Puis ils allaient très loin, excusez-moi. Simone de Beauvoir, elle légitimait le viol par les Arabes pendant la guerre. Enfin, c'est quand même, excusez-moi, ces gens-là, ils n'ont aucun sens des réalités. Ils n'ont aucun sens commun. Et alors, en revanche, je jette pas tout du XXe siècle. Parce que il y a en face des intellectuels courageux qui se battent et qui disent des choses. Je pense notamment, évidemment, à l'extraordinaire Albert Camus, qui, lui, a gagné la bataille de la postérité. Parce que, excusez-moi, ses livres, on les lit toujours. L'étranger, c'est toujours l'un des livres les plus lus en France, avec La Peste, avec tous les autres, Les Noces à Tipaza, enfin, on peut continuer. Camus, il a gagné. Il a gagné. Oui, vous racontez évidemment le rôle. Mais il était insulté pendant cette. Voilà, on disait que c'était un philosophe pour classe terminale, que c'était rien du tout. Mais c'était un grand bonhomme qui a écrit des livres extraordinaires. Oui. Mais alors, où va la France, François-Olivier Gisbert, aujourd'hui? Parce que c'est ça, finalement, moi, le livre. Je ne suis pas décliniste. Je n'ai pas écrit un livre pour expliquer que c'est la mort de la France. Je dis que la France souffre. On aurait pu l'appeler le mal français, mais je pense que tout le monde voit qu'il y a un mal français aujourd'hui, donc c'est pas la peine de l'écrire. Mais parce que j'essaye de chercher quels sont les problèmes. Si vous voulez, les dénis de réalité. Et dans les problèmes, on n'a pas parlé, mais c'est un point important, la désindustrialisation qui a été voulue, acceptée, accompagnée par une grande partie de la classe politique, y compris par la gauche. Je cite d'ailleurs une économiste très à gauche, Julia Cagé, qui dit des choses absolument extraordinaires. Vive la désindustrialisation. Allez, hop, on n'a pas besoin des ouvriers. Alors qu'on sait très bien que l'industrie, pendant un siècle, plus d'un siècle, structurer le territoire. Elle a fait vivre les villes, les petites villes, les villes moyennes, dans lesquelles vivent quand même la moitié de la population française, il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a plus que pour les grandes métropoles, où vivent effectivement la moitié de la population. Ne vit que la moitié de la population française, mais la plupart des élites. Mais non, il faut penser au reste de la France. Et le reste de la France, ces gens, ils ont besoin d'industrie. Donc, vous voyez, il y a 1000 problèmes. Mais on revient souvent quand on veut vraiment trouver nos problèmes au fond, on revient souvent sur les mêmes histoires, les passions tristes. Les passions tristes, vous savez, c'est la formule de Spinoza, le philosophe Spinoza, quand il parle de ces passions tristes que sont le ressentiment, l'envie, la jalousie, la haine aussi. Bon, tout ça, ce sont des passions. Et je pense que dans ce pays, c'est vrai que si on compare à ce qui se passe à l'étranger, moi je regarde beaucoup, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose en Italie, c'est pas la même chose en Allemagne, c'est pas la même chose. Bon, de ce point de vue, c'est peut-être, ça ressemble un peu plus à ce qui se passe en Grande-Bretagne parfois. Et là, ça m'inquiète parce que c'est vrai quand on se compare, on se désole. Mais quand on se compare à la Grande-Bretagne, on se console. Parce que ça va pas du tout. Et parce que le communautarisme est comment dire, le ver dans le fruit. Le communautarisme détruit les sociétés. On le voit aux États-Unis depuis longtemps, et on le voit clairement en Grande-Bretagne. Oui, vous parlez de communautarisme, vous parlez de l'immigration, vous parlez de... Mais oui, si on laisse... s'il y a de ce que disait aussi le général de Gaulle là-dessus, vous citez. Oui, mais s'il n'est plus question d'assimilation, d'intégration, un peu ce qui a été fait en France, vous savez, on envoie tous ces immigrés, on ne sait pas où, dans des écoles désaffectées, on leur donne une petite allocation, et puis voilà, et on attend quoi? Voilà, ça ne peut pas marcher. Il faut intégrer, il faut assimiler. L'immigration française, elle a toujours fonctionné. J'en suis un
un exemple. Moi, je suis fils d'immigrés. Mon père était américain. Il a fait le débarquement le 6 juin 1944. Il est resté. Et puis moi, je suis né quand même aux États-Unis. Vous voyez, je suis revenu et je me suis jamais posé la question d'aller vivre ailleurs qu'en France, parce que la France, c'est un paradis, comme dit Sylvain Tesson, et que ses habitants prennent pour un enfer. Hein. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Parce que moi, je pense que si ça va mal, c'est loin d'être foutu. La France n'est pas foutue. Moi, c'est pas un livre pour expliquer que la France est foutue, que on se suicide, que c'est terminé, que la France est morte. Elle est toujours vivante, mais il faut qu'elle se réveille. Puis elle va se réveiller, j'en suis convaincu. Elle ne peut pas laisser tout ça mourir, tout ce qu'elle a fait, qui est absolument extraordinaire. Et se réveiller, ça veut dire, à un moment donné, prendre des dirigeants qui prennent des décisions et qui sont courageux, qui aillent au bout des choses, qui n'aient pas peur. Vous savez, c'est toujours la phrase du Christ. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Ce qui est fou, on va entendre une musique, là, parce qu'il y a beaucoup de musique. Alors c'est vrai, vous racontez dans ce bouquin votre village, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus rien. Ben oui, c'est Vous ça. retrouvez cette France de province abandonnée, il n'y a plus de métier. Et puis, Et on entend la voix de Bourvil là, qui françaises. chante. Il y a moins de chansons françaises aussi. Ouais. J'aime bien. Ah bah Bourvil, c'était mon enfance, j'adorais. Qui chante Et- la tendresse. Vous citez cette chanson. Oui. Et dans mon livre, d'ailleurs, je m'excuse auprès de tous mes proches qui ont été obligés de subir mes passions. Pour Fernandel, pour Bourvil, je suis capable de voir des navets, dès lors qu'ils sont sur l'écran, je suis absolument émerveillé par ces personnages. Après, il y a tous les autres, il y a eu tous les grands. Puis tous ces chanteurs, ça manque évidemment. Les Brassens, Brel, Tiens, on va écouter Ferré, Brassens. Une chanson Jean-Jacques que vous Goldman. adorez, Enfin, France, je peux continuer. Olivier. On À va la entendre- supplique pour être entré à ça. Ah. Ah, mais le texte, c'est à Ouais. tomber par terre. Hein? C'est la fin de la chanson qui est extraordinairement émouvante. C'est quand il parle ce qui sera, c'est-à-dire l'éternel, et qu'on va envier d'ailleurs, l'éternel estivant qui fait des pédalos sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. C'est magnifique. C'est pas beau, hein. quel poète. Quel bonheur. Alors, on va entendre un autre chanteur derrière, parce qu'il y a plein de chansons. Mais vous dites les chansons, avant, il y avait quand même des chanteurs. Alors là, Il y avait des en a paroles, un- il y avait des paroles. Ah ouais, ouais. Je crois qu'il y a toujours des chanteurs, mais... Il y en a un qui vient d'être interviewé pas mal ces derniers jours. Il a dit, en parlant des féministes qu'il accuse depuis longtemps dans ses chansons, il a dit c'est des connes. Vous savez que Michel Sardou a dit ça des féministes. Ça, c'est quoi, François-Olivier? Parler comme ça. Il y en a encore qui parlent comme ça. Sardou Oui. parle comme ça. Bah, on parle comme ça souvent à la maison, entre nous, c'est sûr. Alors il parle comme il parle en vrai. C'est vrai. Ça rend comme que c'est des grandes gueules, quoi. C'est quoi Bah oui, mais ça c'est français, je suis désolé. On peut pas enlever ça. Les gens qui se traitent de cons, Oui. bah il y a toujours eu ça. Pourquoi ça s'arrêterait? Oui, et puis alors là, Sardou, c'est les villes de grande solitude. Ah Vous oui. parlez de cette chanson dans le bouquin. Oui. Hein, il dit, bon, il se fait... Voilà, il décrit un type abandonné qui, à la fin, il redevient un type qui marche dans les passages piétons. Écoutez ça. D'emporter ce coulant qui me manque et de disparaître en fumée. Alors, c'est une grande voix, mais c'est aussi, voilà, un type qui représente la France aussi, ça, François-Olivier. Sardou, une certaine France. Et il représente une France qui n'est pas seulement une France populaire, c'est-à-dire une France qui résiste, qui dit non, qui n'aime pas certaines choses, qui n'a pas peur de dire les choses. De ce point de vue, d'ailleurs, il est tout à fait dans la filiation de sa mère, la célèbre Jackie Sardou. Vous vous souvenez, c'était quand même une vedette de la télé parce qu'elle disait absolument ce qu'elle pensait sur tout le monde, etc. Mais ça, c'est l'esprit français. Il y a pas, nous, il y a une forme toujours de politesse, c'est vrai, parce qu'on a quand même, je ne dis pas qu'on a inventé la courtoisie et la politesse, mais enfin quand même, on a joué un grand rôle dans le monde pour l'imposer partout. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher. De temps en temps, on balance tout et puis on dit les trucs. Alors, vous avez bien connu, vous racontez des souvenirs savoureux avec Sardou, vous avez dîné avec lui, vous lui faites des pâtes avec sa femme. Une soirée magnifique, inoubliable. Vous dites que c'est un type craintif, un peu réservé. Oui, misanthrope, oui, tout à fait. Oui, misanthrope. Et puis, je dirais pas agoraphobe, parce qu'on ne peut pas l'être quand on fait son métier, et avec des foules immenses. Mais c'est vrai qu'il n'aime pas tellement la compagnie. Hein. C'est incroyable, d'ailleurs. Enfin, je crois qu'il se sent très bien quand il est tout seul avec sa femme, avec Ouais. son épouse. Et alors, Johnny, c'était des souvenirs incroyables, François-Olivier. Bah, Ensemble. Johnny, c'était... Moi, j'ai essayé de sortir un petit peu avec lui au début, parce qu'il m'invitait, et parce que je le trouvais... J'adorais. Vous savez, Johnny, les gens ne le connaissent plus aujourd'hui, c'est dommage, d'ailleurs. Parce que les gens, souvent, disent « Ouais, Johnny... » Mais ils ne l'ont pas vu en spectacle. Moi, ma vision de Johnny Hallyday a changé quand je l'ai vu au Parc des Princes.
Après, je l'ai revu à Bercy, évidemment. Mais c'était des spectacles inouïs, quoi. Je crois qu'on a... Mais c'est Oui, inimaginable. mais il se réveillait au milieu de l'après-midi, il se couchait très tard. Pas quand il était Voilà. en tournée, il était très sérieux, justement. Là, il buvait de l'eau, il faisait de la muscu toute Mais la pas journée, l'imbécile etc. qu'on a décrit. Ah, mais Ça. c'était quelqu'un de très intelligent, attendez. Pour tenir à ce point si longtemps, il avait un instinct. Il connaissait les choses, il disait des choses intelligentes. Ah non, mais ça, le côté idiot, enfin, c'est une espèce de mythe absurde. C'était quelqu'un... Attendez, on peut pas tenir aussi longtemps. Le mythe qu'il a été pendant aussi longtemps et être un idiot, c'était quelqu'un d'intelligent. Oui. Mais il montrait pas son intelligence, il l'a caché, et souvent il l'a caché sous beaucoup de verres de whisky, quoi. Alors, il y a deux personnages que vous associez, c'est Bébé et Delon. Brigitte Bardot, Alain Delon. Et que, Parce qu'ils vont très bien ensemble, parce que c'est des grandes gueules. Ouais. Et surtout, ils avaient aussi cette espèce de rayonnement international incroyable, les deux, parce que Delon, il aurait pu faire une grande carrière internationale. Rien à foutre. Brigitte Bardot, pareil. Rien à foutre. Alors, ils étaient connus partout, parce que c'était des bons acteurs qui ont fait de temps en temps des films, pas seulement toujours avec des Français, quoi. Mais c'est très étrange parce qu'ils incarnent bien une époque, justement, des grandes stars, je dirais, internationales franchouillardes. Vous voyez, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos grandes stars. Je ne parle pas de Jean Dujardin, qui ose dire, lui, qu'il aime la France, et oui. bravo à Ouais, mais lui. aujourd'hui, c'est pas bien. C'est hein, très de dire ça. courageux, c'est très courageux quand il dit qu'il aime la France, c'est un beau pays, évidemment. Bon, enfin, il y a des gens en France qui n'aiment pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays, je le répète. Et ça, c'est le sujet de mon livre. Il y a des choses qui vont pas. Mais c'est vrai que leur époque est très différente parce qu'eux, ils sont, comment dire, ils adorent leur pays, ils veulent pas en sortir. Ils sont très contents d'être célèbres. Donc la France, c'est une espèce de rayonnement universel grâce à des gens comme ça, pas seulement, hein, parce qu'il y a aussi les chanteurs. Gilbert Bécaud, qui est traduit par Elvis Presley, interprété par Frank Sinatra, toute la bande, enfin tout le monde. Tout le monde. Et ces chansons, vous allez aux États-Unis à l'époque, au siècle dernier, c'était que des chansons de Gilbert Bécaud. Mais Sacha Distel aussi. On rigole, mais enfin, La Belle Vie, c'était un truc... Oui, et alors tout ça, ça fait la France, une certaine France. Donc vous dites aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus grand-chose. Je dis Vous pas dites, qu'il n'y a c'est plus quand même. rien, Ah bah, parce vous le que... dites, François non, Olivier. je dis qu'on est au bas d'un cycle. Après, ça peut revenir. Et puis, de toute façon, il y a Clara Luciani, il y a Stromae, il y a Vianney, enfin, il y a des gens... Oui, quand même enfin, qui- beaucoup qui moins, font- dites-vous. Mais, Oui. mais c'est des cycles. Et vous avez, par exemple, sur le plan littéraire, la France tient encore la route. Vous voyez, et il y a des domaines dans lesquels elle n'a pas sombré. Mais c'est vrai dans le domaine des arts, pas seulement dans le domaine de la chanson. Dans le domaine des arts, elle a sombré aussi. Vous voyez, elle est au bas d'un... Mais c'est pas parce qu'elle est en bas qu'elle va pas remonter. Donc, par exemple, la chanson, c'est très simple. C'est un problème aussi de parole. C'est-à-dire, les chansons dont je parle, comme la liste de tous les chanteurs de l'époque, je peux continuer. On en a pour une heure, si vous voulez, de Pierre Bachelet. Enfin, je peux continuer. Je Non, l'ai mais pas, ben, cette ouais, liste, vous mais citez même c'est Léo Ferré. hallucinant. Tous Léo les Ferré, Jacques bien Brel. sûr, Jacques Dutronc, Oui. Françoise Hardy, Sylvie Vartan. Enfin, on peut y aller comme ça, Nicoletta. Bon, bref. C'est une liste absolument interminable. Et ils étaient tous là ensemble et ils faisaient rayonner la France. Mais il y avait quelque chose, en dehors de la musique, d'important qui était les paroles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment, peut-être parce qu'il n'y a pas de clients pour les paroles, il n'y a plus cette espèce de fantaisie, de poésie folle Oui. qu'il y avait, vous savez, dans la chanson de Jodassin, qui est incroyable. Qu'est-ce qui peut passer besoin de parler de l'aquarelle de Marie Laurencin. C'est Bon, Claude Lemel, c'est hein, parole de Claude Claude Lemel Lemel. et Pierre Delanoë, qui sont à l'époque, je crois, bourrés quelque part à Deauville, et puis entre deux trucs, tiens, et puis tiens, on va mettre l'aquarelle. Et c'est tellement beau, et c'est tellement bien. Vous voyez? Et c'est ça. Et cette chose. Oui, mais parce que les gens, vous dites, les gens ne lisent plus. Dans le métro, avant, les gens, ils avaient un bouquin. Aujourd'hui, ils ont leur téléphone, ils lisent plus. Je ne dis pas. Enfin, c'est vrai que je. Ça vous énerve. Vous aimez les bibliothèques. Non, mais je vous reconnais aimez que ça m'énerve. Je reconnais que ça m'énerve. Et puis là, alors là, clairement, il y a le vieux con qui réapparaît, ou le réac, tout ce que vous voulez. Vous pouvez m'affubler de tous ces mots. J'accepte tout à fait, j'assume. Parce que je pense que le livre, c'est fondamental. C'est-à-dire, à travers le livre, vous sortez de votre périmètre de confiance et vous allez découvrir des mondes différents, vous allez découvrir des systèmes différents, vous allez vous ouvrir la tête, et c'est pour ça que, moi, comme beaucoup de gens, je lis, quoi. Il y en a encore qui lisent en France. Ben, la preuve, c'est qu'on a encore des lecteurs, Dieu merci. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il descend, que autour de soi,
on lit moins. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Moi, je ne m'habituerai jamais. Je ne m'habituerai jamais à ce que des jeunes gens entrent dans la vie sans avoir lu les quelques livres qu'il faut avoir lus, parce que, je dis, ils font gagner du temps. Ouais. Ils font gagner du temps parce que vous en savez plus sur la société, sur l'homme, sur l'humain, quand vous avez lu ces livres. Mais- Et ces livres, bon, il n'y en a pas un paquet, mais il y en a quelques-uns, mais qu'il faut avoir. Lesquels? Les deux, trois. Oh, là, bah, je vite sais fait. pas, Nietzsche, Pascal, Flaubert, enfin, on peut... Ouais. Voilà, la liste est quand même relativement longue, je ne veux pas vous effrayer. Balzac, etc. Mais François-Olivier, vous êtes gamin, et vous le racontez au début du bouquin, vous allez rencontrer Giacometti, incroyable sculpteur, et il est vieux, vous en rendez même pas compte, Il est en vous faites fin des de vie, il est en photos, fin de vie, ouais. et il fume, et sa cendre tombe dans son café, il boit tourne, le café, il plein tourne, de cendre. ouais, il tourne comme ça, puis puis ça retombe, il refait comme ça. Et alors il vous dit, en fait, il se rend pas compte de ce qu'il est, il dit, j'essaye de sculpter un visage vivant. Oui, mais c'est très beau, parce qu'en Ouais. fait, je raconte ça sciemment, parce que c'est un livre, vous avez bien compris, de colère, d'amour pour la France et de nostalgie aussi. Et voilà, une période où la France était la capitale des arts, ils étaient tous là, Picasso, Braque, Miro, tous ces gens-là étaient contemporains, et puis il y avait des Français aussi, hein, parce que ceux-là venaient de l'étranger, mais regardez, Germaine Rinchier, enfin, tout ça, enfin, il y a un monde. C'est quand vous voyez tous ces gens, bon, après je peux rajouter Zetkin, Calder, enfin, tout ce que vous voulez. Bon, et c'est une période absolument extraordinaire pour l'histoire des arts. Et vous avez ce type qui n'est pas français, mais qui adore la France, enfin qui se considère presque comme français, c'est-à-dire que la France était adoptée par tout le monde, comme ça, tous ces gens arrivaient, et faisaient de ce pays quelque chose d'absolument extraordinaire. Et pour tout arranger, un petit gosse qui a 15 ans, hein, la première fois que je le vois, je vais avoir 15 ans, frappe à sa porte, dit qu'il a écrit une lettre pour le voir, mais bien entendu, il n'a pas relu la lettre. De toute façon, quand on voyait le gourbi dans lequel il vivait, ça Il vivait dans la misère, c'était totale. dégueulasse. Attendez, mais Oui. il pouvait être riche comme Crésus, hein. Il n'était pas Oui. avare, d'ailleurs, il Ouais, n'était et pas après, avare. ça s'est vendu les 320 millions d'euros. Oui. Oui, enfin, peut-être pas encore à l'époque, mais enfin, c'était déjà une énorme star. Enfin, c'était c'est le grand sculpteur, de toute façon, du XXe siècle, il n'y a aucun doute là-dessus, et je trouve que c'est un des grands peintres, peut-être même le plus grand aussi du XXe siècle. Sa peinture est formidable. Et il a tout son temps, pour moi, petit con qui arrive de sa province normande, du fin fond, comme ça, qui est timide en plus à l'époque, qui a du mal à s'exprimer. Il est adorable, et puis il m'a à peine vu qu'il m'invite à boire un jus avec lui à la brasserie d'Alésia, je crois, à l'époque, qui était un gros truc rue d'Alésia. Et puis voilà, puis il m'offre le repas même, qui est une espèce je crois que je me souviens, c'était une omelette. J'avais pris une omelette aux fines herbes. Et ça, c'était Giacometti, qui vivait, et enfin, quand on regardait son lit, il y avait tellement de livres dessus qu'il ne dormait pas là, donc finalement, on se disait, il doit dormir dans son fauteuil. Vous voyez, et c'était tout petit, c'était avec plein de toiles, plein de sculptures, mais c'était un lieu c'était magnifique, c'était comme un petit musée en même temps, mais c'était sale, évidemment, plein de poussière, le plâtre, etc. Enfin, la saleté que font toujours les sculpteurs. Mais puis il y avait au milieu de tout ça des toiles, et il s'en foutait parce qu'en fait, il travaillait pour faire enfin la grande toile, ou ce qu'il appelait en sculpture la tête vivante, c'est-à-dire la tête qui vivra. Et il était obsédé par ça, et rien à foutre du reste, il faisait ça. Ouais. Et il m'a dit cette devise, qui n'a cessé de trotter dans ma tête depuis. Je l'ai découvert en faisant le livre, parce que ça a toujours été, enfin, c'était ma façon d'être. Et c'est vrai qu'il l'a répété souvent, n'en fais qu'à ta tête. Ouais. Et ça, j'aime bien ça. Ouais, c'est magnifique. C'est très français, hein. C'est très français. Ah ben, il faisait comme Alain Delon. Pour quand même rajouter un mot là-dessus, que vous avez bien connu. Il n'en faisait qu'à sa tête. C'est quoi ce personnage qui rentre dans la mythologie française? Oui, et qui, avec une sorte de nonchalance, on a le sentiment qu'il en a un peu rien à foutre. Vous voyez, et qui vit toujours dans son passé. Par exemple, quand il joue une pièce au théâtre, à la fin de sa vie, enfin à la fin, il n'est pas mort tout de suite après, mais on rentre dans sa loge, et il s'est tapissé de tous les côtés de photos de Romy Schneider, et puis il commence à vous parler de Romy Schneider, qui était décédée à l'époque, qui s'est suicidée.
Et il en parle avec le regard embué, et puis en disant que voilà, c'était la femme de sa vie. Mais enfin, après, il pouvait faire la même chose avec Non, mais Mérac il Dard, dit, parce il que dit c'est la femme de ma il vie. était l'homme de Elle était plusieurs- merveilleuse. Dommage que je suis passé à côté. Vous Oui, mais il est passé à côté d'autres femmes aussi. Et puis voilà, il y a eu toutes ces femmes qu'il a aimées, parce qu'il les a toutes aimées. Oui. Et, on disait 99% des femmes. Qu'est-ce qu'elle disait d'Alain Delon? Elle disait. Mais ça, c'est une blague que je fais, qui est une blague idiote. On a fait un sondage. 90, on a demandé aux femmes est-ce que vous auriez aimé avoir une aventure, est-ce que vous aimeriez avoir une aventure avec Alain Delon? Et 99% ont répondu plus jamais. Oui, il y a de l'amour dans ce bouquin. C'est délicieux. Oui. Il y a les tartes de votre grand-mère, François-Olivier. Ah, les tartes aux les pommes, très bonnes, souvenirs avec un peu de tartes aux cannelle. pommes. Pas trop de cannelle, Ouais, mais un il y peu a de les cannelle, souvenirs de toujours. ces petits villages, il y a le souvenir de ces... Des paysages, Ouais, la France des aussi sont des paysages magnifiques. C'est ça, la France, Mais au quel fond. pays magnifique, oui, oui. bien sûr. À la fois les arts, la littérature, les paysages, il n'y avait les pas villages. que des grandes surfaces à l'époque. Mais Il non, y avait des petits non. magasins. Ça, il y c'est pas avait- mon truc, effectivement, Ouais. parce que ce que je petits combattrai bistrons. jusqu'au bout, c'est la déculturation. La culturation, la déculturation. La déculturation, c'est l'adoption de cultures différentes. Alors, c'est normal, une culture, elle est faite aussi d'autres cultures. Mais quand on fait, quand on voit par exemple des rues qui ne sont consacrées qu'à des hamburgers, ou quand c'est pas des hamburgers, ce sont des kebabs. Bah, c'est pas mon truc. Je voudrais quand même qu'il y ait toujours une petite place pour le céleri remoulade, le poireau vinaigrette, etc. Enfin, les œufs Oui. mimosa, tout ce que vous voulez, ou mayonnaise. Ils sont quand même consubstantiels à la France. Ouais, même le café Robusta, vous dites c'était dégueu parce qu'il en mettait du charbon à l'intérieur, mais c'est Bah, quand même un peu de c'était- nostalgie. hein. Non, aucune nostalgie, parce que ça me donnait des renvois. Non, le Robusta, c'est pas terrible. Heureusement, les cafés qui en servent sont très très rares aujourd'hui. Ouais. Mais c'était du pneu, quoi. On buvait du pneu. Alors, c'est un livre savoureux, Voyage dans la France d'avant, parce que c'est vous, c'est une balade, on part dans tous les sens, de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, en passant par, tiens, Bourvil, on va le réentendre, en passant par tout ce qui a fait finalement la France. Oui, mais vous voyez, je crois qu'on comprend mieux nos maladies et les raisons de nos maladies, c'est-à-dire le ressentiment, le cynisme, le nihilisme. Je pense qu'il faut essayer de tourner le dos à tout ça. Et il y a les grandes périodes de la France, c'est quand justement ces mots-là ne nous rongeaient pas. Ouais. C'est quand il y avait Fernandel, Ah bah le rire, bien entendu, bah, le rire le nous rire, sauvera toujours. la comédie Il sauvera à la toujours tout le française. monde, bien sûr. Papy fait de la résistance, vous citez tout ça, Papy cette fait façon la de rire. résistance. Mais quel film extraordinaire. Oui, On le connaît tous par cœur, d'ailleurs. la Grande Vadrouille. Oui, bien sûr, et puis tout ça, enfin... Ouais. Allez, on se quitte avec la tendresse. La tendresse, ça, c'est aussi quelque chose d'important, la tendresse. Oui, puis Bourvil, c'est ma Normandie. Ouais. C'est- Mais la tendresse, François, Oui. on en manque. Ce monde est dur. Et la tendresse, bordel. C'est ça, ça sera le mot de la fin. Voyage dans la France d'avant de François-Olivier Gisbert est publié dans la prestigieuse collection chez Gallimard. Hein, j'ai cherché à connaître d'où nous venons. Vous allez voir, c'est d'où il vient, vous y venez aussi. Mais vous y reviendrez. pour y trouver des solutions. Ouais. Merci. François-Olivier Gisbert était avec nous. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 non.